pour se connecter à la discussion de ce soir. Donc, je pense qu'on va pouvoir commencer tranquillement en attendant que tout le monde se connecte. Donc, comme je disais, bienvenue à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre présence ce soir à cette conférence discussion qui va porter donc sur les PFAS dans l'eau potable au Québec. Avant toute chose, je voudrais commencer par une simple reconnaissance territoriale et reconnaître et saluer donc les gardiens et les gardiennes du territoire sur lequel nous nous trouvons. J'exprime mon respect envers les anciens et les anciennes du passé, du présent et du futur et reconnais la contribution des peuples autochtones à la culture de la société québécoise. Ce soir, notre activité, elle va se dérouler en deux temps. Donc peut-être je vais inviter nos conférenciers à ouvrir leur caméra petit à petit que je vais les présenter. Pendant la première partie, il va y avoir donc Sébastien Sauvé, qui est professeur en chimie environnementale à la Faculté des Arts et des Sciences de l'Université de Montréal, qui va faire une présentation donc sur les dernières données sur les PFAS dans l'eau potable au Québec, puis aussi un petit peu un état de la situation concernant les nouvelles normes proposées, puis plein d'autres enjeux aussi. Et puis la seconde partie, elle sera sous forme de discussion, donc entre Sébastien, Nolwenn Noiselle et Marc-André Werner. Donc ils sont tous les deux professeurs à l'École de santé publique de l'Université de Montréal et ils vont un petit peu aborder les questions notamment concernant la santé humaine, puis répondre aussi aux différentes questions que vous pourriez avoir ce soir. Donc, en parlant de questions, pour les poser, vous allez avoir accès donc à la fonction Q&A de Zoom, donc qui est en bas de votre écran. Et puis, vous allez pouvoir poser toutes les questions. Donc, n'hésitez vraiment pas pendant la conférence de Sébastien ou pendant la discussion à poser vos questions. Puis, on va essayer au maximum d'y répondre. On a aussi reçu quelques questions en amont donc de la conférence, donc on va aussi amener dans la discussion entre les experts ce soir. Aussi, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais simplement mentionner que cet événement est organisé par le projet Construire l'avenir durablement et l'initiative Une seule santé de l'Université de Montréal. Il va être enregistré et rendu disponible dans quelques jours donc sur nos deux sites internet de Construire l'avenir durablement et de l'initiative Une seule santé. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à Sébastien pour la présentation. Bonjour tout le monde. Merci Manon pour l'introduction. Laissez-moi partager mon écran. Vérifier que tout fonctionne. Bon, je présume que c'est bon, là. Oui, Exprimez-vous quelqu'un ici. c'est parfait. Parfait, bon, merci. Bon, ben, très heureux de pouvoir vous parler. Merci à Manon de nous aider à organiser ça. Puis merci à Nolwenn et Marc-André de m'accompagner dans l'exercice. Donc, je vais essayer de résumer un peu la situation sur les PFAS dans l'eau potable, les données que j'ai, qu'on a, et de quelle façon là, les critères de qualité, les réglementations sont en pleine, je dirais, ébullition et tout se transforme en ce moment. Donc, sans plus tarder, les PFAS, ben, c'est les substances perfluoro- et polyfluoroalkyliques, SPFA en anglais, bien que je n'utiliserai plus l'acronyme anglais. Là, les acronymes sont assez compliqués, il y en a beaucoup. Et si on commence à s'amuser entre le français et l'anglais, on va être complètement mêlé. Donc, je reste avec les acronymes anglophones qui sont plus faciles puis qui vont avec les molécules. Donc, les PFAS. Il y a entre 5 000 et 10 000, selon les sources, molécules de PFAS différentes. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de molécules. Les personnes qui mesurent 5 000 ou 10 000, mais c'est des molécules possibles ou des possibilités de structure moléculaire. Il y en a deux qu'il faut mentionner avec un petit peu plus d'emphase, le PFOS et le PFOA. Il ne faut pas se mélanger entre PFAS et les molécules spécifiques. Le PFAS, c'est toute la famille. PFOS, c'est une molécule sulfonate de perfluorooctane, puis PFOA, c'est l'acide perfluorooctanoïque. Ces deux-là sont les plus vieilles
PFAS, c'est les premières qui ont été plus documentées puis plus problématiques. Et on pourrait y revenir. Et vous dire, j'essaie de le dire au féminin parce que c'est dans l'acronyme, c'est des substances, donc PFAS devrait être féminin, mais je m'échappe à l'occasion, vous m'excuserez. Donc l'enjeu, les PFAS sont des substances qui représentent vraiment un bel exemple de contaminants d'intérêt émergent parce qu'on a pas mal d'inquiétudes, on a beaucoup d'informations pour nous dire qu'il y a des enjeux, qu'on devrait être inquiet, qu'il faut faire attention, qu'il faut les réglementer, mais on n'a pas tout ce qu'on a besoin pour bien réglementer, pour savoir exactement comment gérer tous les aspects de la réglementation des PFAS. Le surnom des PFAS, là, de polluants éternels, Forever Chemicals, est un peu trompeur parce que ce n'est pas éternel, l'éternité c'est long. Les PFAS, ça se dégrade, mais c'est quand même des polluants organiques persistants, ça se dégrade pas vite et très souvent, en fait, ils se transforment en d'autres PFAS, donc il y a une question plus de transformation. Mais ça reste un surnom un peu trompeur qui rajoute un peu à la phobie autour des PFAS. Il y a des films et documentaires, là, Au Trouble ou Dark Waters en anglais, un film hollywoodien, là, mais c'est tout basé sur une histoire vraie. Autant que je sache, tous les faits qui sont rapportés sont véridiques. The Devil We Know, c'est un peu plus un documentaire, donc c'est quand même très intéressant, mais c'est sous forme un peu plus documentaire, alors que l'autre, c'est romancé à la Hollywood. C'est un Erin Brockovich moderne. On s'est quand même un petit peu à déconseiller pour les éco-anxieux. Il y a quand même un contexte qui peut nourrir l'éco-anxiété. Ça vient d'où les PFAS? Donc, ben, vous avez en haut là, les pompiers, les avions, les mousses pour éteindre les feux. Dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas, c'est lié aux mousses pour éteindre les feux, aux pompiers qui se pratiquent, qui font des exercices. Souvent, les pompiers qui se pratiquent ils font ça près des aéroports, près des bases militaires, près des sites d'entraînement militaire avec des armements, etc. Donc, il y a une association très fréquente entre pompiers, aviation, aéroports, transport, etc. Ensuite, il y en a beaucoup dans les cosmétiques, il y en a dans les vêtements de sport, il y en a sur les skis, il y en a sur les sofas comme revêtements anti-taches, anti-salissure. Il y en a dans les emballages de nourriture, notamment dans la restauration minute. Et donc, vous avez quelques exemples un petit peu partout. Il y en a dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'on utilise dans notre quotidien, plus souvent qu'autrement par facilité ou parce que ça nous rend la vie plus agréable. Il n'y a pas tant d'usage. Bon, éteindre les feux, oui, c'est essentiel, mais dans les cosmétiques, là, d'avoir des mascaras résistants à l'eau, c'est peut-être pas un usage essentiel de PFAS. Donc, qu'est-ce que c'est un PFAS? Ben, ici, on ne fera pas un cours de chimie, là, mais c'est une structure où il y a beaucoup de liens carbone-fluor. Donc, vous voyez les CF. Et donc, il y en a plein. Ce lien-là est très, très fort. C'est un des liens de la chimie organique les plus stables. Donc, ça fait une molécule qui est très stable. Ça résiste à la chaleur, ça résiste aux attaques chimiques, ça repousse l'eau, ça repousse le gras. Donc, ça lui donne toutes sortes de belles propriétés qu'on veut réutiliser parce que c'est anti-adhésif, parce que ça va faire des vêtements anti-sport qui repoussent l'eau mais qui respirent. On peut mettre ça dans des toiles, on peut mettre ça sur nos skis, on peut traiter plein de choses avec ces produits-là. Et donc, c'est vraiment dû à cette structure chimique assez particulière. Ensuite, ben, ici, vous avez une idée là, du nombre de familles et du nombre de molécules, puis avec un petit peu les structures. Donc, il y en avait une toute simple au début. Là, il y a plus de familles, il y a plus de cas. Et les plus grosses peuvent se transformer et recréer des intermédiaires ou les plus petites ou celles qui sont bannies. Donc, le PFOA que j'ai encerclé et le PFOS sont deux des molécules, les mieux documentées, les plus inquiétantes, celles qui ont été reconnues cancérigènes plus récemment. Et donc, tout ça est complexe. C'est compliqué parce qu'on ne peut pas juste mesurer une ou deux molécules, il y a tout un ensemble. À souligner que la toxicologie pour PFOA, PFOS est très, très évoluée. Il y a beaucoup d'informations. On est beaucoup plus solide pour ces molécules-là que pour les autres. Les autres, il y a beaucoup moins d'informations. C'est plus difficile de réglementer, c'est plus difficile de dire quoi faire. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas toxique. Ça veut dire qu'on n'a pas l'information qu'on aurait besoin pour bien déterminer les niveaux de toxicité des autres molécules, dans la plupart des cas.
Ici, les transformations, donc en haut, vous avez une des molécules qu'on utilise notamment dans des mousses pour éteindre des feux ou des choses comme ça. Et là, vous avez tous des processus de transformation, conjugaison, métabolisme et toutes sortes de nouveaux produits. Et donc là, il y a plein d'intermédiaires et de produits de transformation qu'on doit mesurer dans l'environnement parce que ce n'est pas nécessairement la molécule en haut qui a été utilisée qu'on va retrouver, mais c'est vraiment les produits de dégradation, les produits de transformation qu'on va retrouver dans l'eau, dans les biosolides, dans les poissons, dans l'environnement, un petit peu partout. Ouais, il y en a partout, donc c'est pas difficile. Et donc, ça complexifie clairement le défi de faire les analyses parce que c'est pas simple. Et c'est encore plus compliqué d'évaluer la toxicité parce qu'idéalement, on voudrait avoir des études, de multiples études de toxicité pour chacune des molécules différentes. Donc, ça a commencé avec, j'aime bien le côté rétro de la petite image, dans les années 30, 40, 50, avec la synthèse, la production de PTFE et de PFOS comme revêtement antiadhésif. Initialement, c'était reconnu comme sans toxicité et sans danger. Donc, on en mettait, puis on en utilisait, puis on ne s'inquiétait pas. Je simplifie là, le parcours, on fait les années vite, là, mais on s'est rendu compte à un moment donné que ça se bioaccumulait dans l'environnement. Et donc là, l'exemple ultime de bioaccumulateur, c'est peut-être l'ours polaire. Et donc là, on a des concentrations dans les foies d'ours polaires qui étaient très, très élevées. Et on voit déjà, là, dans les années 70, ça avait commencé. Puis au niveau des années 2000, c'était encore plus élevé. Et les niveaux qu'on voit dans les foies d'ours polaires restent des ordres de grandeur plus hauts que ce qu'on voyait dans les poissons qui avaient été affectés par l'incendie à Lac-Mégantic. Vous vous rappellerez que pendant que les wagons brûlaient, c'était des mousses pour éteindre les feux chimiques qui étaient utilisés. Donc, tous les mousses autour plusieurs kilomètres à la ronde de Lac-Mégantic ont été utilisés pour essayer de maintenir les situations. Donc, les poissons dans la région ont été contaminés, mais à un niveau beaucoup plus faible que ce qu'il y avait dans le foie de nos ours polaires, puis à des niveaux qui étaient 2-3 fois plus élevés que ce qu'il y avait sur les poissons avant l'incendie, donc qui étaient quand même contaminés, les poissons relativement propres. Bon, on a des données aussi là, où on montrait qu'il y en a dans le sang, dans le sérum humain, dans le lait maternel. Les collègues pourront commenter peut-être plus tard. Donc, historiquement, on a assez rapidement banni le PFOS, qui a été intégré dans la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants. PFOA et PFHXS ont suivi, mais relativement récemment, 2019-2022. Il y a un mouvement récent pour élargir la restriction d'utilisation des PFAS en Europe, au Canada, aux États-Unis. Il y a différents mouvements où on veut juste bannir leur utilisation. Donc, ce n'est pas seulement une réglementation dans le produit final, dans l'eau, c'est juste de ne pas en mettre dans les produits, de dire que peut-être on n'en a pas besoin dans des papiers d'emballage de hamburger ou dans des écrans solaires résistants à l'eau. Il y a probablement toutes sortes d'usages de PFAS qu'on pourrait éliminer. Et ben, on a commencé à réglementer dans l'eau potable. Ça a commencé, vous pourrez aller voir Dark Waters, c'est une belle introduction au début de la réglementation. Donc, en Virginie occidentale, ça a commencé avec 150 000 nanogrammes par litre de PFOA, qui était la proposition de norme. Ça a été réajusté ensuite par l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis. 400 nanogrammes par litre pour PFOA en 2009, puis révisé ensuite à 70 pour PFOA ou PFOS en 2016. Au Canada, la norme est à 600 nanogrammes par litre de PFOS et 200 nanogrammes par litre de PFOA. Et en Union européenne, la norme est qu'une somme de 20 PFAS ne doit pas dépasser ça. Elle n'est pas encore applicable, mais elle est votée et elle est mise en application dans différents pays, tous les pays de l'Union européenne et devient effective en 2026. Important de souligner que pour le moment, il y a des propositions, puis on va y revenir au Canada et aux États-Unis, mais ça reste des propositions. Donc, les réglementations applicables, c'est celle-là, pas le West Virginia, là, mais US EPA puis Canada, c'est par défaut, puisque les nouvelles n'ont pas encore été mises en application, c'est ce qui s'applique. Donc, on parle de nanogrammes par litre. Donc, moi, j'aime bien l'exemple. C'est un cube de sucre. Ce cube de sucre-là, si je le dilue dans le stade olympique, ça me donne 2,15 nanogrammes par litre.
Donc, quand on parle de nanogrammes par litre, c'est vraiment des petites concentrations. Et donc, là, on avait des normes qui étaient à quelques centaines ou 70 nanogrammes par litre. Donc, ça donne une idée. Un nanogramme par litre, c'est un demi-cube de sucre dilué dans le volume d'eau qui remplirait le stade olympique. Donc, ça donne une idée. Maintenant, pourquoi on s'inquiète? C'est quoi les effets sur la santé des PFAS? Mais ça joue dans le métabolisme des lipides avec les problèmes de cholestérol qui sont associés à ça. Ça a été reconnu cancérigène pour certains cancers. Ça cause des problèmes de thyroïde, ça réduit le poids des bébés à la naissance, ça cause des dommages aux reins et au foie et ça cause des problèmes du système immunitaire. Pour bien, je souligne le système immunitaire parce que c'est un de ceux qui sont le plus sensibles, mais si plus on creuse, plus on trouve d'autres effets où c'est aussi très sensible. Quand même souligner que tout ça, ça fait peur, mais dans la majorité des cas, les niveaux de risque sont inférieurs à ceux auxquels s'exposent les fumeurs. Donc, il faut quand même relativiser que n'importe quel fumeur devrait commencer par arrêter de fumer avant de s'inquiéter sur les traces de PFAS qu'il y a dans son robinet. Il faut juste que ça relativiser et mettre ça assez clair. Je parlais de vaccins. Grosso modo, là, quand on double la concentration de PFAS dans le sang ou le sérum d'une personne, il y a un quart de moins de réponse vaccinale. Et donc, ça, c'est des études qui ont été répétées de multiples fois avec plein de vaccins, avec des adultes, avec des enfants. On connaît moins la réponse au niveau de la faune, mais au niveau humain, c'est une réponse qui est assez claire. Et c'est facile à mesurer parce que finalement, on trouve des cohortes d'enfants. On vaccine presque tous nos enfants. On peut retourner voir la cohorte 4 ans plus tard. On prend une prise de sang, on mesure combien il y a de PFAS, on mesure la réponse vaccinale, génération d'anticorps ou autre. Et là, on peut faire la corrélation. Donc, ce qu'on peut arriver à mesurer facilement, c'est la réponse au vaccin. Pour moi, ça veut dire qu'il y a un effet du dérangement du système immunitaire. C'est très probablement pas le seul dérangement du système immunitaire, c'est celui qui est le plus facile à mesurer, c'est celui qu'on voit parce qu'on vaccine plein de gens. Ensuite, on fait un bond en juin 22. En juin 22, l'Agence de protection des États-Unis a émis des recommandations, avis santé. Et dans ce cas-ci, les avis santé sur les niveaux, ça représente à peu près un avis de l'Agence de protection de l'environnement sur, dans un monde idéal, le niveau de PFAS qui n'aurait aucun effet devrait être 0,004 nanogrammes par litre pour PFOA, 0,02 pour PFOS, puis bon, 10 et 2000 pour les deux autres molécules. Donc, première fois que tout le monde a vu ça, on s'est demandé si tu n'as pas trompé d'unité parce que là, finalement, on est comme 1000 fois plus élevé que tout ce qu'on pourrait s'attendre. Mais non, il n'y a pas d'erreur dans les unités. Ce que ça revient à dire, c'est que dans cette évaluation-là que l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis avait faite, les experts jugeaient que pour vraiment avoir zéro effet, il faudrait qu'on soit à peu près plus bas que ce qu'on est capable de mesurer ou à la limite de ce qu'on arrive à mesurer avec les meilleurs instruments au monde. Donc, les avis, je les ai remis là. Donc, c'est un petit peu à nuancer puis à bien mettre en contexte comment on allait gérer ça et ce n'était pas clair comment ça allait être mis en application. On peut débattre dans mes collègues pourront s'amuser là. Est-ce que tous les facteurs de protection, est-ce que cette évaluation-là était valable et peut-être qu'ils sont allés un peu fort dans les facteurs de protection? Et même si on enlève un facteur 10, un facteur 50, un facteur 100 à la rigueur, ce qui serait quand même d'enlever beaucoup, beaucoup de facteurs de protection, on est encore avec des niveaux qui sont excessivement bas, ce qui souligne donc quand on fait les évaluations de ça, on est tous trop exposés au PFAS parce que ces valeurs-là dans l'eau potable, il y a très peu de sources d'eau potable qui sont en dessous de ça. Février 23, donc ça fait même pas un an, la Santé Canada recommandait que les stations de traitement d'eau potable devraient essayer de maintenir les concentrations de PFAS les plus basses possibles. Et bon, le plus raisonnablement possible, ce n'est pas facile à déterminer, mais leur recommandation était qu'une trentaine de PFAS, la somme d'une trentaine de PFAS ne devrait pas dépasser 30. Donc, c'était un petit peu comment Santé Canada proposait de concilier ce qui peut être fait avec ce qui était commencé à être reconnu sur la toxicité de ces molécules-là. Un mois plus tard, c'est l'Agence de protection des États-Unis qui, là, a fait une proposition
de critères de qualité. Dans ce cas-ci, ce n'est pas un avis santé du monde idéal, c'est un critère de qualité. C'est une proposition, elle n'est pas adoptée encore. Il y a des petits enjeux politiques en ce moment aux États-Unis, mais la proposition, elle est là. Et vu que c'est reconnu cancérigène, les MCGS, c'est l'espèce de cible. Donc, les cibles idéales, c'est zéro. Cancérigène, on n'en veut pas. Mais les limites proposées, et qui sont ici, vous soulignez, là, je souligne que c'est écrit enforceable. Donc, c'est les niveaux applicables où il faut réagir. Et dans ce cas-ci, pour PFOA, PFOS, ils étaient à 4. Donc, l'approche des États-Unis était de réglementer 2 molécules, PFOA, PFOS à 4, et une sommation pour les 4 autres qui ne doit pas dépasser dans leur ratio respectif de niveau 1 de risque. Un petit peu compliqué. Dans les faits, ce risque-là entre en action ou en effet rarement. Le seuil pour PFOA et PFOS est très, très sévère et donc c'est souvent celui-là qui contrôle ou qui gère la toxicité. Ce qui est important à souligner puis qui est très clair et précieux dans la proposition de l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis, c'est l'obligation, là, et c'est clair et sans ambiguïté, de faire le suivi des PFAS par les autorités publiques qui distribuent de l'eau, d'être transparent avec les résultats, donc de transmettre ces résultats-là de façon publique et transparente, et d'agir pour réduire les concentrations si on est au-dessus des seuils dans l'eau potable. Donc c'est vraiment clair et c'est quelque chose qu'on a besoin nous aussi. Donc, je ramène la liste de tantôt. Donc, pour l'Agence de protection de l'environnement, la faiblesse, même si c'est assez sévère, c'est qu'il y a ces molécules-là qui sont intégrées. Donc, le PFOA, PFOS, puis 4 autres molécules, c'est ça qui est inclus dans leur réglementation. Il y a une obligation de mesurer quand même une trentaine, donc ils sont obligés d'en mesurer beaucoup pour bâtir un peu les informations, mais l'application, le devoir d'agir va être, ou l'obligation de traiter va être déclenchée uniquement si ces molécules-là sont au-dessus des normes. L'Union européenne, c'est une somme qui ne doit pas dépasser 100. Je le mentionnais, là, ça doit être mis en place en 2026. Il y a déjà des demandes de resserrement pour les règles en Europe. Donc, il y a des gens qui comparent avec ce qui se fait ailleurs et qui se disent, mais ça n'a pas d'allure. Pourquoi l'Europe, qui est habituellement le porte-étendard du principe de précaution, dans ce cas-ci, est un petit peu à reculons et en retard par rapport à ça. Il y a des valeurs guides mises en Europe aussi, où là, il y a une somme de 4 PFAS, PFOA, PFOS, PFNS, PFHXS, qui, dans la somme, devrait être plus petit que 2 au Danemark et plus petit que 4 aux Pays-Bas. Et c'est clair que ça, ces seuils-là, il y a beaucoup d'enjeux. En Europe, là, ça fait la une en Belgique en ce moment, mais si on appliquait ces normes-là chez nous, on aurait beaucoup plus d'enjeux. Gardez en tête que c'est des valeurs guides, donc ce n'est pas nécessairement la même chose que des critères stricts. Les 20 molécules, s'il y en a que ça intéresse, elles sont là. Vous pourrez vous amuser et revenir les voir. Donc, je compare les trois. L'Union européenne, la somme de 20 PFAS doit être plus petite que ça. Santé Canada, la somme d'une trentaine de PFAS doit être plus petite que 30, mais c'est une proposition qui devrait être approuvée bientôt, on espère. USPA, c'est plus petit que 4 pour PFOA et PFOS. Ce n'est pas une sommation, c'est deux critères distincts à respecter en même temps. Et un autre index, ça reste encore aussi à approuver bientôt. Au Québec, l'INSPQ a proposé, l'Institut national de santé publique du Québec propose un logigramme d'exposition au PFAS qui est un peu abscon, qui nuance les risques en se basant sur des valeurs toxicologiques de référence dérivées principalement d'études sur des animaux. Puis en bout de ligne, c'est un peu compliqué à tout expliquer ça. Puis au bout de ligne, il faut un avis d'un expert pour interpréter le niveau de risque qui est encouru dans cette situation-là. Ce qui est moins pratique dans un logigramme. On espérerait qu'un logigramme nous arrive avec une réponse claire. Ce n'est pas très clair. Pour les données au Québec, au Canada, en fait, on a des données d'il y a à peu près 5 ans où on avait fait beaucoup d'échantillons à travers le pays. Et on voyait que dans le reste du Canada, incluant le Québec, là, on était autour de 3-4 en termes de nanogrammes par litre pour la somme des PFAS. Donc, par rapport aux chiffres que je viens de mentionner, là, tout beau, là, on est chanceux. On n'a quand même pas des niveaux de contamination au Canada très élevés.
Je souligne qu'ici, la boîte à gauche, qui représente un petit peu la distribution des valeurs, on est plus avec une moyenne autour de 15 qui monte à 18. Et ça, c'est le système des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent. Donc, il y a clairement une signature particulière. Il y a une contamination plus élevée dans le fleuve Saint-Laurent, dans les Grands Lacs, qui vient probablement du cumul d'industrie, d'urbanisation, de tout ce qu'il y a le long des Grands Lacs. Là, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'usines, il y a beaucoup de villes, et tout ça contribue des PFAS. Et donc, il y a clairement un décalage entre ce qu'il y a dans le fleuve et ce qu'il y a dans le reste des cours. Ensuite, j'ai des chercheurs zélés dans mon équipe, qui ont utiliser l'occasion aussi pour, je pense, un peu visiter le Québec. On peut deviner un petit peu les trajets ici. Et on voit tous les sites qui ont été échantillonnés. Donc là, il y a 376 sites qui ont été échantillonnés dans cette étude qui est publiée puis qui est disponible. Là, ceux qui la veulent, vous pouvez m'envoyer un courriel, je peux vous envoyer ça. Et donc, un peu moins de 500 échantillons parce que les sites un peu plus contaminés ou les plus intéressants, on est retourné plus qu'une fois pour confirmer, voir est-ce qu'il y a une erreur, est-ce qu'il y a quelque chose de bizarre et essayer de mieux comprendre ce qui se passait. Donc, dans cette étude-là, on a ici, je vous divise 4 PFAS différents. Donc, en haut à gauche, c'est le PFOA, avec quelques sites où on voit un petit peu plus d'augmentation, probablement, je présume, l'Épiphanie, Sainte-Pétronille à l'île d'Orléans. PFOS, où en plus gros, c'est probablement Sainte-Cécile dans ce cas-ci. PFHXS, c'est Val-d'Or. Puis 6.2 FTS, c'est Saint-Donat. Donc, ça donne une idée. La grosseur des points est proportionnelle à la concentration mesurée. Les chiffres, là, le maximum et les moyennes sont indiqués. Donc, on voit qu'on reste quand même dans des niveaux relativement raisonnables par rapport aux critères qui étaient effectués, qui sont dans les différents pays. Donc, dans la base de données du Québec, qui était dans l'étude publiée, on voit ici, j'ai mis en exergue les plus élevés. Et donc, en rouge, on est au-dessus de 30, qui est la proposition de seuil de Santé Canada. Et donc, Val-d'Or, Saint-Donat, l'Épiphanie, Sainte-Cécile-de-Milton, Sainte-Adèle. En mauve, Sainte-Pétronille, Waterloo, Longueuil, c'est des cas où on est en bas de 30, mais on a dépassé 4. Longueuil, on a fait des analyses subséquentes où on ne dépassait pas 4. Donc, il y a eu une fois un échantillon qui était un petit peu au-dessus de 4 pour PFOA ou PFOS. Donc, sur nos 463 échantillons de 376 sites, il y a 1 plus 2 sites qui dépassaient le 100 applicable dans l'Union européenne, donc Val-d'Or. Et plus 2, c'est des données subséquentes qui ont fait un petit peu la une aussi, donc à la baie et à Sainte-Cécile-de-Milton. Donc, il y a 7 sites en tout qui dépassent 30 et 4 sites qui dépasseraient le seuil du USCPA. D'où ça vient? C'est reconnu, là, les PFAS viennent souvent des sites d'enfouissement. J'ai mentionné un petit peu au début, les exercices d'entraînement des pompiers. Donc, par défaut, les aéroports, les bases militaires sont souvent associés avec des problèmes de PFAS. Les sites où il y a eu des gros incendies vont aussi avoir un enjeu potentiellement de PFAS. C'est principalement un enjeu d'eau souterraine parce que ces sites-là, ça navigue à travers les eaux souterraines, sauf que le fleuve est anormalement élevé. Et le cas à l'Épiphanie vient de la rivière. C'est une autre rivière qui est. Première fois qu'on est passé était très élevé. Maintenant, ça reste modérément élevé, en bas de 30, mais clairement au-dessus de ce qui serait normal. Donc, il y a une source, il y a quelque chose qui contamine la petite rivière qui traverse l'Épiphanie. Et les activités industrielles sont des gros pollueurs. Heureusement, on n'a pas de production de PFAS au Québec ni au Canada. Ça nous sauve des pires cas. Ensuite, les papetières, les métaux, les textiles peuvent aussi contaminer l'eau environnante. Et on a quand même des activités commerciales et industrielles qui utilisent des PFAS dans leurs procédés, mais on n'a pas d'usines qui produisent des PFAS. C'est vraiment autour des usines qui produisent des PFAS qu'on a les niveaux, les records de concentration de PFAS. C'est vraiment autour des usines qui produisent des PFAS. C'est là qu'on va avoir les plus grandes concentrations. Bilan des robinets à la baie. Donc,
ça a commencé avec un premier échantillon de 2021 qui était autour de 129. Donc, en rouge, là, c'est le seuil de 30 qui est proposé par Santé Canada. Ensuite, le deuxième bloc que je vous montre ici, c'est des échantillons analysés par le ministère de l'Environnement en collaboration avec la Ville, donc de novembre 22 à février 23. C'est les données qui sont sur le site web de la Ville de Saguenay. Donc, moi, j'ai juste recopié les données ici de la Ville de Saguenay. Le plus haut, la Ville dit que c'est un puits qui est condamné. Donc, le plus haut, quand ils ont vu ça, ils ont condamné le puits pour qu'il ne soit plus utilisé. Nous, on a voulu confirmer ces valeurs-là autour de Noël 22. Et donc là, vous avez des chiffres. On a peut-être quelques échantillons qui étaient plus bas, mais il y a d'autres échantillons qui sont encore assez hauts à la baie. Et on a voulu aussi reconfirmer tout ça au mois d'août, vu qu'il y avait eu beaucoup de tapage médiatique autour de la baie, puis qu'il y a eu des annonces, puis on semblait dire que la solution était plus proche. On voit là que les concentrations au mois d'août, ça varie, hein? C'est un peu déconcertant que ça varie tout le temps, et ça, il faut comprendre. On ne peut pas faire une analyse d'un robinet et penser qu'on a une réponse unique sur qu'est-ce qui se passe dans une ville. Ça varie. Et donc, on voit que là, on est encore largement, dans bien des cas, au-dessus de ce qui est proposé par Santé Canada. Il faut nuancer qu'à la baie, ce n'est pas le PFOA, le PFOS qui nous inquiète ou qui inquiète le plus, c'est des PFOS qu'on connaît moins, dont la toxicologie est moins clairs, mais qui sont inclus dans le groupe des PFAS, la trentaine de Santé Canada, donc qui sont conformes, qui sont largement au-dessus de ce qui est proposé par Santé Canada. Sainte-Cécile de Milton, dans ce cas-ci, il y a clairement du PFOA, du PFOS, vous les avez à gauche, et dans ce cas-ci, les concentrations sont élevées. Et ce que ça reflète, c'est qu'il y a clairement plusieurs des robinets dans ce coin-là. Les boîtes, ça vous donne un peu la dispersion de ce qu'il y a dans ces concentrations-là, où on dépasse le 4 qui est proposé aux États-Unis pour PFOA et PFOS. Et pour rappel, c'est ceux qui sont reconnus cancérigènes, où la toxicologie est sans aucune ambiguïté, alors qu'il reste une certaine ambiguïté sur comment on devrait gérer la toxicologie des autres molécules. Et ensuite, vous avez différents robinets de différentes domiciles à Sainte-Cécile de Milton. Il faut mentionner qu'à Sainte-Cécile, il n'y a pas de réseau d'aqueduc. Donc, c'est chaque maison a un puits individuel. Donc, c'est tous des puits individuels différents. Et donc, on voit que ça varie beaucoup avec des cas où c'est bas, puis des cas où c'est quand même très élevé. Et donc, il y a des dépassements. Et là, il y a clairement les PFOA, PFOS qui sont présents à Sainte-Cécile. Donc, essayer de résumer, 5 plus 2 villes au Québec qui dépassent 30, qui est le seuil proposé par Santé Canada. Il y a 7 villes qui dépasseraient le seuil proposé par l'USPA, mais on a 2 sites qui ne seraient pas identifiés aux États-Unis parce que ce qu'ils ont, c'est des PFAS qui ne sont pas dans la liste des 6 aux États-Unis. Quand on compare les deux, la proposition Canada semble moins sévère que ce qui est utilisé aux États-Unis, mais on inclut un petit peu plus de PFAS, donc on est un peu plus protecteur dans englober plus de PFAS potentiels. Donc, il y a un principe de précaution qui est mieux intégré, je pense, dans la proposition canadienne, mais si on voulait avoir le même niveau de protection, il faudrait qu'on baisse le seuil à 15 au lieu de 30 pour avoir un résultat comparable avec les États-Unis. Pas nécessairement ça que je recommande parce que, on verra, là, il y a d'autres enjeux autour de ça. Il y en a dans la nourriture et donc il ne faut pas être plus catholique que nécessaire. Pour le moment, il n'y a aucune norme ou suivi qui est requis pour les PFAS dans l'eau du Québec. On me dit que ça s'en vient, mais pour le moment, on n'a pas des données pour toutes les villes du Québec, puis il n'y a pas d'obligation. Et là, je suis verbatim de ce que l'agence de l'INSPQ au Québec, la santé publique, reconnaît que l'eau à la baie représente un potentiel de surexposition à PFAS et juge que les concentrations retrouvées représentent un risque négligeable d'effets néfastes à la santé. Mais il faut quand même investir à peu près 12 millions pour traiter l'eau potable pendant 5 ans. 12 millions, c'est une solution pour 5 ans. Et il y a par contre eu une recommandation de prudence émise par la santé publique à Sainte-Cécile de Milton en recommandant aux femmes enceintes, aux femmes qui pensent avoir des enfants de ne pas boire l'eau et diverses autres recommandations à Sainte-Cécile. Donc, il y a comme un discours qui est un peu décalé entre les régions et comment c'est interprété localement par les experts qui lisent le géogramme de l'INSPQ. Donc, dans la nourriture, je vais aller vite, là, je fais une demi-heure que je suis là, donc on va conclure rapidement.
La nourriture va contenir des PFAS. Puis les PFAS dans la nourriture peuvent venir soit des plantes qui étaient dans les sols, des PFAS dans l'air. PFAS qui sont utilisés un petit peu partout peuvent voyager par l'air, par l'eau, peuvent se ramasser dans les biosolides, peuvent se ramasser dans les lacs, peuvent se ramasser dans les sols. Les plantes qui poussent, les poissons, tout peut accumuler des PFAS. Il peut en avoir aussi dans les emballages. Donc, il y a quand même beaucoup de PFAS dans différents emballages. Donc, il peut en avoir aussi la nourriture pour être propre, puis au dernier moment, c'est emballé dans un sac ou dans un papier qui est imbibé de PFAS, et donc on va en rajouter. Donc, tout ça contribue à notre exposition. Et ici, ben, avec l'aide de Marc-André, j'ai fait des calculs, des analyses préliminaires de nourriture qu'on a fait au laboratoire, dans mon labo, et comparé avec une dose quotidienne. Donc, quelqu'un qui boit de l'eau à 30 nanogrammes par litre, à 100 ou à 200, à droite, et donc les cercles blancs, c'est 880, donc c'est l'estimation de consommation d'eau directe, et 2500 millilitres, de 2 litres et demi, c'est toute la consommation, donc l'eau qui est dans votre thé, dans votre café, dans votre soupe, peu importe, là, on consomme de l'eau autrement que juste à bord de l'eau. Donc, juste pour mettre en exergue, donc la viande, les protéines, il y en a peu, c'est de mieux documenter, là, mais il y en a peu dans les produits végétaux, dans les plantes, les légumes, les fruits et légumes. On essaye de calculer mieux dans les produits laitiers. Les protéines sont des sources importantes de PFAS. Donc, on voit que si on mange poulet, porc, bœuf, avec les estimations de consommation des gens qui consomment ces trucs-là, on voit que la nourriture est à peu près équivalente ou peut être équivalente à quelqu'un qui boit une eau qui est à 30, donc qui est le seuil proposé au Canada. Une eau qui serait à 100, qui est dans certains cas qu'on a au Québec, ben, on est, avec toute l'eau de consommation, on dépasse quand même pas mal. Et une eau qui serait à 200, là, comme on a dans certains cas là, à Sainte-Cécile ou à la baie ou qu'on avait à Val-d'Or avant qu'ils ajustent leurs choses. Là, bon, il était entre 100 et 200. Donc, ça relativise les deux. Et là, j'avais caché, le vilain, les poissons, donc saumon, thon et fruits de mer. Et donc là, vous voyez que selon la source du saumon, du thon ou des fruits de mer que vous mangez, il y en a qui sont propres, donc il y en a qui sont dans le bas du graphique, puis qui donnent une dose de PFAS qui est négligeable ou qui n'est pas trop élevée. Mais il y en a certains qui sont équivalents à boire de l'eau qui est à 200 nanogrammes par litre de PFAS. Bon, il faudrait manger du thon régulièrement. Là, donc, là, il y a des estimations des amateurs de thon de ce qu'ils mangent. Donc, c'est à nuancer, puis ça peut être un peu parfaire et revoir cette évaluation-là. Mais c'était juste pour passer le message. Écoutez, il y a une exposition dans la nourriture qui n'est pas négligeable, mais la consommation dans une eau très contaminée n'est pas négligeable non plus. On n'est pas dans une zone où on peut dire, écoutez, oublions l'eau potable, c'est toute la nourriture. C'est pas vrai, c'est un peu les deux. Et pour le moment, il y a à peu près pas très peu de données, et encore moins de réglementation sur des seuils, sur est-ce qu'il y a des thons qu'il faut éviter, est-ce qu'il y a des nourritures, des fruits de mer, est-ce qu'il y a des fruits de mer qui sont plus simples à éviter. C'est pas clair. Donc, PFAS, c'est un défi de communication, c'est un problème compliqué. J'espère que je n'ai pas été trop compliqué, vous avez bien compris. On va essayer de répondre aux questions. C'est des risques qui sont un petit peu difficiles à bien décrire et à cerner. Le problème, c'est que le problème, heureusement, ce n'est pas un produit toxique qui tue, c'est tous des effets chroniques sur le long terme qui causent des problèmes doucement, lentement, mais sûrement. Il faut relativiser l'eau potable par rapport aux autres sources. Là, j'ai donné un exemple avec la nourriture, mais ensuite, il faudrait voir combien on s'expose si on en a sur nos vêtements, si on s'installe sur un sofa qui est traité au Scotchgard. Pour réglementer les usages des PFAS qui en dispersent partout, je pense qu'il faut arrêter d'en mettre dans des cosmétiques, dans des emballages pour la nourriture. Là. Il y a plein d'usages qui ne font pas de sens. Et donc, il faudrait avoir un arrêt drastique de presque tous les usages de PFAS. Il faut faire des exceptions. Là, on est incapable en ce moment de faire des batteries automobiles ou des batteries électriques sans PFAS. C'est très difficile. L'industrie n'est pas capable de produire. Puis il y a certains usages médicaux qui ont besoin de PFAS. Donc, je pense qu'on peut donner un temps ou une pause à l'industrie de s'adapter pour ce qui est d'usages essentiels comme l'électrification,
les transports, les usages médicaux, mais il y a plein d'usages, je ne dirais pas frivoles, hein, mais de confort qu'on pourrait laisser faire. Puis, ben, je pense qu'on a besoin de règles claires pour l'eau potable avec un seuil, obligation de transmettre les résultats et obligation de corriger s'il y a des dépassements. C'est quelque chose qu'on n'a pas pour le moment et qu'on a besoin. Et ben, je remercie là, les gens qui font le travail. Moi, je m'amuse à présenter, mais il y a des gens au laboratoire qui font toutes ces analyses. Merci. Merci beaucoup, Sébastien, pour cette super présentation. On n'a pas encore eu de questions dans le chat, dans le Q&R, là, donc n'hésitez vraiment pas à poser vos questions. J'ai quand même reçu une petite question aujourd'hui qui était un petit peu destinée à Sébastien, savoir si on connaissait dans le monde finalement quelles étaient les eaux les plus polluées au PFAS, si on avait des données par rapport à ça dans le monde pour un peu aussi relativiser par rapport aux données qu'on a au Québec ou au Canada. Ben, les endroits les plus contaminés que je connaisse, c'est vraiment, ben, il y a la Virginie occidentale qui est bien documentée dans le film autour de l'usine de DuPont qu'il y a là. Il y a 3M aussi qui a, autour de ces usines aux États-Unis, qui a fait des niveaux de contamination très élevés. Moi, j'ai vu des échantillons aussi autour de Lyon, là, dans la vallée de la chimie de Lyon. Là aussi, il y a des niveaux de contamination. Il y a des usines en Belgique aussi où il y a des enjeux de contamination. Donc, les pires cas sont vraiment là où il y a une usine. Il y a une contamination de l'eau souterraine, mais en plus, quand il y a une usine, il y a une dispersion aérienne autour. Et donc là, il y a des œufs qui sont très contaminés parce que les sols sont contaminés avec des poussières, les poules qui picossent. Ce pas des poules de fermes là, qui sont dans des endroits fermés, c'est les poules de petites fermes familiales qui se promènent puis qui vont picosser dans les sols, qui vont se contaminer. Donc, c'est vraiment ces sites-là, c'est autour des usines qui produisent les PFAS qu'il y a les pires niveaux. Super, merci beaucoup. Puis alors, je m'adresserai peut-être à Nolwenn et à Marc-André un petit peu plus sur l'enjeu peut-être de la contamination des populations au PFAS, puis à quoi ressemble finalement le portrait de cette contamination-là pour la santé humaine notamment. Est-ce que vous avez des éléments de réponse par rapport à ça? Oui, bien sûr. Je peux commencer à répondre, puis Marc-André pourra compléter peut-être s'il y a d'autres éléments ou d'autres idées que j'aurais pas abordées. Peut-être vous dire, bon, c'est sûr il y a des études de chercheurs universitaires un peu partout dans le monde qui regardent un petit peu l'exposition à différents types de PFAS dans différents pays. Alors, c'est sûr, c'est toujours un peu compliqué de comparer avec ce qu'on a au Québec et au Canada parce que ce sont des populations différentes, avec des industries différentes, avec des produits qui sont différents. Par contre, au Canada, on a une grande étude qui s'appelle l'enquête canadienne sur les mesures de santé, qui est gérée par Statistique Canada et Santé Canada conjointement. Et c'est une grande enquête populationnelle qui recrute à peu près 5000 personnes à chaque 2 ans. Et donc, on a différents cycles qui s'ajoutent et qui s'additionnent. Et il faut savoir en fait que depuis 2007, on mesure les PFAS dans la population canadienne au travers de cette étude-là. Donc, oui, c'est une préoccupation, j'allais dire sociétale récente, mais ça fait quand même déjà plusieurs années qu'on le mesure dans la population. Donc, on prend des échantillons biologiques donc en l'occurrence du sang, et on va mesurer dans le sang des Canadiens et des Canadiennes les niveaux de PFAS. Donc, bien sûr, comme Sébastien l'a présenté, on ne peut pas mesurer les 4000 ou les 10 000 substances. On va sélectionner celles qui sont les plus présentes, donc une dizaine, une vingtaine maximum. Par contre, ce qu'on est capable de voir, c'est des tendances selon l'âge, selon le sexe, alors, on n'est pas capable de faire des tendances régionales parce que l'enquête canadienne, c'est à travers du Canada et on n'a pas assez de personnes pour pouvoir voir si, par exemple, au Québec, on est plus exposé qu'ailleurs. Ce qu'on sait, par contre, c'est que entre 2007 et 2019, l'exposition biologique au PFAS dans la population n'a fait que diminuer. Donc ça, c'est peut-être justement pour les éco-anxieux ce soir, c'est peut-être une bonne nouvelle. Au Canada, globalement, l'exposition n'a fait que diminuer. Ce qu'on voit, c'est que l'exposition, elle a tendance, je dis bien tendance et je mets des guillemets, c'est toujours,
On l'a dit, hein, c'est un problème très complexe, c'est compliqué, il y a beaucoup de molécules, il y a beaucoup de choses, mais l'exposition a tendance à augmenter avec l'âge. On comprend qu'on accumule dans les lipides et donc plus on est âgé, plus on a tendance à accumuler. Donc il y aura des niveaux qui vont être plus élevés dans les populations un peu plus vieilles. On a comparé aussi les PFAS dans la population canadienne et on a fait la comparaison avec les Premières Nations parce qu'on sait que ils vivent plus proches des pôles, peut-être ils consomment différemment la nourriture. Sébastien a montré l'ours blanc très contaminé, etc. J'allais dire que c'est plutôt rassurant pour les Premières Nations parce qu'elles ne semblent pas être plus contaminées que la population canadienne en général. Donc, ça peut diminuer certaines des préoccupations. Et on a aussi comparé avec les USA. Et en fait, en termes de grandes enquêtes populationnelles, encore une fois, on prend juste la moyenne de ce qui se passe au Canada, la moyenne de ce qui se passe aux USA. Et quand on compare les deux moyennes, il n'y a pas vraiment de différence. Moi-même, j'ai réalisé une étude sur l'exposition des enfants. Au travers de cette enquête-là, on a regardé particulièrement les enfants parce que ça nous intéressait, de 3 à 12 ans. Et ce qu'on a trouvé, en fait, c'est que les enfants du Canada, 3 à 12 ans, sont moins exposés que les enfants français, par exemple. Donc, Sébastien l'a dit, par exemple, à Lyon, voilà, il y a des endroits où on produit les PFAS, où il y a des concentrations très fortes. Et donc, de façon générale et globale, les enfants sont plus exposés en France qu'au Canada. Ce n'est pas des grandes différences, hein. Ce n'est pas 2 fois, 3 fois, hein. C'est peut-être 20% ou 15%. Et comme l'a montré aussi Sébastien, et ça fait tout à fait écho et ça fait beaucoup de sens, euh, ce qu'on a montré, c'est que les enfants qui consomment plus fréquemment des poissons et des fruits de mer ont tendance à avoir des niveaux qui vont être plus élevés, parce que bien sûr, on l'a vu, dépendamment voilà, des niveaux qu'on retrouve dans les poissons et fruits de mer. Donc, alors, moi, je fais toujours attention hein, avec ce genre de message-là. Je veux vraiment pas dire, et il faut vraiment pas comprendre de tout ça, qu'il ne faut pas manger de poissons et de fruits de mer. Parce que les poissons et fruits de mer, c'est très bon pour la santé, c'est des bons gras, il y a plein de choses très importantes pour le cerveau, pour la biologie et tout ça. Par contre, peut-être que ce que ça nous donne à nous, comme chercheurs, c'est de dire, il faut qu'on trouve des pistes pour être mieux capable de savoir quels poissons sont meilleurs que les autres pour peut-être limiter les expositions. Un peu comme on l'a fait il y a déjà 10, 15, 20 ans avec le mercure, où on savait que le mercure se bioaccumulait beaucoup dans les poissons qui étaient des piscivores, donc des poissons qui mangeaient d'autres poissons, et, euh, et des poissons qui vivaient longtemps. Donc on a été capable de faire des lignes directrices assez simples pour dire aux gens comment se protéger vis-à-vis des risques du mercure. Donc, je pense qu'idéalement, ce qu'on aimerait arriver à faire prochainement, c'est ce genre de ligne directrice pour dire si on veut continuer à bien s'alimenter, à manger du poisson qui est très bénéfique pour la santé, tout en maîtrisant ou contrôlant nos niveaux de PFAS, quel type de poisson on devrait choisir particulièrement. Je ne sais pas, Marc-André, si tu veux compléter sur ce que je viens de dire. Ouais, peut-être pour compléter un peu sur le côté de l'exposition dans la population, qui est peut-être l'envers de la médaille un peu plus sombre, c'est que l'enquête canadienne sur la mesure de la santé, qui a son équivalent aux États-Unis, qu'on appelle NHANES, c'est une étude qui va dans la population générale et qui veut vraiment avoir une représentativité de la population canadienne au niveau général. C'est pas une enquête qui s'intéresse à certains contaminants en particulier en allant chercher des populations qui pourraient être particulièrement exposés. Donc, ce qu'on voit dans le fond quand on regarde CHMS, l'enquête canadienne sur mesure de la santé et NHANES, on voit des concentrations sériques qui se ressemblent beaucoup. Puis ce que ça traduit, c'est que l'exposition dans la population générale se ressemble, même si on a de la variabilité, si on a de la variabilité dans les concentrations dans l'eau potable, même si on a aux États-Unis, probablement plus de contamination de l'eau potable, avec toutes les sources de nourriture qui contribuent à ce qui se retrouve dans le sérum, on est environ équivalent. Par contre, quand on va voir dans des communautés qui sont aux alentours des bases militaires, par exemple, aux États-Unis, on a fait le travail. On est allé prendre des échantillons sériques dans ces communautés-là, et là, on s'est rendu compte que l'exposition est beaucoup plus élevée. Donc, oui, on voit des tendances à la baisse au niveau général, on voit des concentrations qui ressemblent à celles
qu'on voit aux États-Unis. On est dans le baseline, disons, de l'Amérique du Nord, mais quand on s'intéresse aux populations particulièrement contaminées, on peut voir une surexposition. Malheureusement, au Canada, on ne l'a pas encore fait. On n'est pas allé dans les communautés pour voir qu'est-ce qui se retrouve dans le sang parce que c'est beau dire, bon, il y a une concentration dans l'eau qui dépasse ce qu'on trouve acceptable, mais il reste à savoir est-ce que ça se traduit vraiment en des concentrations sanguines qui dépassent ce qui est attendu. Si la réponse est non, faut limiter l'exposition au maximum de toutes les façons possibles, mais on pourrait commencer à penser à prioriser les sites où on veut réduire l'exposition sur la base des données de surveillance biologique. Merci beaucoup, Marc-André. Il y a quand même une question dans le questionnaire par rapport quand même aux échantillons de Sainte-Cécile de Milton, où notamment il y avait un résultat là qui dépassait fortement, donc 400 nanogrammes par litre. Puis Sébastien, il y avait une question vraiment par rapport à ça. Ça provient de quel secteur dans la municipalité? Puis comment est-ce qu'on peut expliquer ces résultats-là qui sont vraiment qui dépassent totalement les normes et qui sont assez extrêmes? Ouais, c'est clair qu'il y a à Sainte-Cécile, là, sans vouloir identifier là, d'adresse ou quoi que ce soit, il y a, il y a- il y a une inquiétude à proximité du site d'enfouissement. Il y a un des plus gros sites d'enfouissement du Québec qui est à Sainte-Cécile-de-Milton. Et donc, comme c'est une source reconnue de PFAS, il y a certainement un enjeu à proximité du site d'enfouissement. Mais certains des niveaux contaminés sont sur la rue principale à une bonne distance du site d'enfouissement. Donc, il y a des questions en suspens à savoir est-ce que c'est la même contamination qui est répandue sur plusieurs kilomètres provenant du site d'enfouissement ou est-ce qu'il y a une autre source ailleurs ou est-ce qu'il y a autre chose? Donc là, il y a une dizaine d'échantillons. C'est difficile avec 10 échantillons d'avoir une interprétation claire de où ça vient. Et même l'adresse qui est très élevée, ça varie sur ce site-là. Donc, on a plus qu'un échantillon et ça varie quand même beaucoup. Donc, il y a des fluctuations avec la pluie, le niveau d'eau, les transferts. Et donc, oui, il y a un soupçon sur le site d'enfouissement, mais pour le moment, on ne peut pas déterminer de façon hors de tout doute que c'est ça la source. Ça reste un soupçon là, très fort, mais ce qui est plus compliqué, c'est de déterminer est-ce qu'il y a plus qu'une source. Parce qu'il y a des pompiers, il y a des pompiers partout. Est-ce qu'il y a autre chose qui aurait pu contribuer? Ça, si on faisait l'analyse de tous les puits, ou à peu près, là, on aurait une meilleure idée. Mais ça, c'est des choses qu'on discute avec la ville, la santé publique pour voir comment on pourrait mieux éclaircir ça. Mais ça reste, moi, je n'ai pas parlé, là, mais ça reste des analyses au laboratoire qui sont complexes et coûteuses. Donc, c'est quand même compliqué là, de mettre ça en place. Mais on en discute avec la ville. Et on comprend que pour avoir un portrait global, il faudrait aussi peut-être avoir aussi des données sur notamment les sérums plus des communautés qui sont donc exposées à ces différents niveaux de PFAS dans l'eau. On avait deux questions aussi, un petit peu plus en termes de, tu l'as un petit peu abordé, je pense, Sébastien, dans ta présentation de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour réduire à la source quand même ces PFAS-là, mais aussi est-ce que finalement une fois que c'est dans l'environnement, parce qu'on sait qu'il y en a, est-ce qu'il y a des méthodes fiables pour traiter l'eau potable pour ces communautés-là qu'on sait qu'ils sont déjà quand même exposées? Est-ce qu'elles ont des solutions? Il y a clairement le traitement usuel de l'eau potable, donc une usine de traitement d'eau potable standard, n'enlèvera rien au PFAS. Les PFAS ne sont pas faciles à enlever, donc un traitement conventionnel, si ça rentre à 34, ça va sortir à 34 ou à 33. Donc, un traitement traditionnel n'enlève rien. Par contre, il y a moyen de mettre en place un traitement pour une usine d'eau potable qui va enlever les PFAS. Là, il n'y a jamais rien de simple avec les PFAS. Donc, certains des vieux PFAS sont plus faciles à enlever. On peut utiliser du charbon activé, on peut utiliser des approches un peu plus conventionnelles. Les plus petits, les plus nouveaux sont parmi les plus difficiles à enlever. Mais il y a des technologies qui l'utilisent. Souvent, c'est des résines échangeuses d'ions ou d'autres procédés qui peuvent être utilisés, mais c'est des procédés spécifiques un petit peu plus coûteux. Ça, c'est à l'usine. Il y a des approches qui fonctionnent à la maison. Il y a des pichets filtrants, il y a des traitements d'osmose inversée, de nanofiltration qui sont efficaces pour enlever les PFAS.
ça soulève des questions d'enjeux éthiques, là. Tiens, moi, c'est facile, je suis professeur d'université, je peux m'acheter un système de traitement à la maison. C'est pas un enjeu budgétaire, mais c'est pas quelque chose qu'on peut recommander facilement dans une ville. Bon, traitez votre truc, achetez-vous des pichets. En fait, puis les pichets, ça reste la solution la plus dispendieuse parce que le pichet n'a pas l'air très dispendieux, mais surtout pour les PFS, il faut changer les cartouches très souvent. Les cartouches sont chères et il faut être prudent. On ne peut pas acheter, sans nommer de marques, là, mais les marques les plus connues, les plus disponibles ne sont pas efficaces pour enlever les PFAS. Donc, il faut aller chercher une marque de pichet qui est certifiée pour enlever les PFAS. Il n'y en a pas beaucoup, sont plus difficiles à trouver et sont définitivement plus dispendieuses. Donc oui, ça se fait, mais ce n'est pas simple. Merci beaucoup, Sébastien. Je voudrais aussi vous entendre par rapport, notamment Marc-André et Nolwenn, on en a parlé donc un petit peu avec la présentation de Sébastien, mais sur les normes qui sont proposées notamment par Santé Canada, puis avoir un petit peu votre avis en termes justement d'exposition pour la santé humaine. Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Je te laisse aller, Marc-André, puis je compléterai au besoin. Oui, ben, comme tu veux. Dans le fond, les nouvelles valeurs qui sortent semblent être particulièrement basées sur la capacité de filtrer l'eau. Donc, quand les États-Unis, à vrai dire, ont établi des normes par rapport aux effets potentiels sur la santé, ben, les valeurs, ben, ce pas des normes, c'est des valeurs guides et elles sont à zéro pour le PFOA, PFOS. On essaie de limiter au maximum. C'est un petit peu la même approche au Canada. On essaie de limiter au maximum, mais les valeurs de 30 ou de 4, c'est basé sur les capacités de filtration. Donc, ce n'est pas basé sur les effets à la santé. Quand on a fait le travail avec Sébastien de voir un petit peu quelle serait la contribution du NOAA 30 par rapport à une alimentation, on voit que c'est pas négligeable, mais que ça représente vraiment seulement une source d'exposition, une voie d'exposition par rapport à tous les aliments, toutes les expositions par contact qui peuvent avoir lieu. Donc, je pense qu'on est dans la bonne direction. Je pense que les valeurs qu'on a en ce moment, elles sont bonnes. Elles ne parlent pas des effets potentiels à la santé, mais ça fait en sorte qu'on contrôle l'eau comme étant une contribution qui est minimale à la dose totale dans la population. Donc, selon moi, on est quand même dans la bonne direction et les valeurs ne devraient pas trop bouger dans le futur en termes de normes ou de valeurs guides qui sont applicables. Si on commence à penser aux effets sur la santé, souvent les études épidémiologiques n'observent pas vraiment de seuil. Donc, il ne semble pas y avoir vraiment y avoir d'exposition en dessous de laquelle il n'y a aucun effet. C'est juste plus on est exposé, plus le risque augmente. Donc, c'est ça. En termes d'effet à la santé, il faudrait qu'il n'y en ait pas du tout pour qu'on n'ait pas de risque au niveau de la population. On y arrivera probablement pas de notre vivant. Donc, je pense que les normes ou les valeurs guides qui sont applicables et qui ont été émises jusqu'à présent, c'est quand même un pas dans la bonne direction. Puis, à noter en particulier, c'est aller dans la bonne direction, c'est surtout qu'on commence à compter plus de PFAS dans les sommes, ou on commence à regarder plus de PFAS, soit en somme de risque ou en somme de concentration. Et ça, c'était un problème avant où on regardait principalement PFOA, PFOS, PFHXS, des fois PFNA, mais c'était rare qu'on dépassait ces quatre PFAS-là. Peut-être, moi, j'aimerais revenir quand même sur en fait, deux éléments. Le premier élément, c'était, bon, on a vu quand les données, les résultats de Sébastien sont sortis dans les médias et puis dans les différentes communautés, il y avait beaucoup de questionnements au niveau des municipalités puis de la santé publique, à savoir, est-ce que l'eau est potable? Est-ce que l'eau est potable s'il y a des PFAS là-dedans? Puis j'aimerais peut-être commenter ça d'un point de vue de santé publique puis de toxicologie. Euh, Puis en fait, il y a une règle hein, qui dit que
on ne connaît que ce que l'on mesure. Donc, ce qu'on ne mesure pas, on ne peut pas savoir s'il y en a ou s'il n'y en a pas. Donc, si on ne mesure que 10 ou 20 PFAS, ceux-là, on va les connaître et le reste, on ne les connaîtra pas. Donc, c'est sûr qu'il faut toujours garder ça en tête. Au niveau du Québec, actuellement, Sébastien l'a dit, il n'y a pas de normes au niveau du Québec. Puis, en termes de réglementation, c'est quand même le Québec qui réglemente la qualité de l'eau potable dans la province. Il n'y a pas de normes par rapport au PFAS. Si on regarde la réglementation sur l'eau potable, en fait, qu'est-ce qui définit une eau potable? C'est toute une liste de critères qu'il faut respecter. Mais on ne peut pas tout mesurer. Et donc, si les PFAS ne sont pas dans cette liste de critères-là, l'eau, elle va respecter tous les critères d'eau potable. Il pourrait y avoir des PFAS, mais d'un point de vue strictement réglementaire, on va dire l'eau est potable, elle respecte tous les critères. C'est uniquement parce que les PFAS, mais comme d'autres contaminants environnementaux, ne font pas partie actuellement de cette liste-là. Et en fait, quand tu nous demandais tout à l'heure qu'est-ce qu'on aimerait avoir comme norme, ben, ultimement, peut-être ce qu'on aimerait, c'est que dans plusieurs années, les critères d'eau potable incluent des nouveaux contaminants, y compris des contaminants émergents, pour se positionner par rapport à des choses qu'on ne mesurait pas avant et qu'on mesure maintenant et pour lesquelles on a des suspicions d'effets sur... En fait, pas des suspicions parce que les effets, on les connaît. En fait, il y a vraiment des preuves d'effets sur la santé. Donc, c'est vraiment un espèce de discours terminologique. Est-ce que l'eau est potable ou pas? L'eau reste potable parce que les PFAS ne font pas partie de la réglementation sur l'eau potable. Par contre, est-ce que c'est bien d'être exposé aux PFAS par l'eau potable? La réponse est non. Donc, vous voyez, c'est beaucoup de nuances qu'il faut apporter, puis c'est pas toujours facile à comprendre. Et je pense que les journalistes comprennent pas vraiment ça. Ils auraient dû assister ce soir à notre webinaire pour qu'on leur explique bien c'est quoi une eau potable, puis c'est quoi l'exposition aux PFAS. Voilà. On Euh, leur enverra la conférence ce soir, Nolwenn. J'avais peut-être un élément, mais je voudrais pas sortir du flot des questions. Non, non, Euh, mais vas-y, Nolwenn, on a une question un petit peu plus sur les technologies là, donc on peut un petit peu continuer sur cet enjeu, je pense, énorme. non, j'aurais aimé rebondir sur ce que Sébastien présentait tout à l'heure en disant il faut interdire, ou en tout cas, il faut limiter leur usage dans les produits de consommation, dans notre environnement, dans nos usages, en fait, au complet. Euh, Ce à quoi j'adhère totalement. Euh, Ma préoccupation personnelle, et ça n'engage que moi, c'est de toujours se poser la question, si on fait ça, quelles seront les réponses des industriels? Et ça, c'est toujours un peu la boîte noire, c'est toujours la boîte à surprise, c'est-à-dire qu'on enlève un contaminant qu'on commence à connaître pour souvent le remplacer par un qu'on connaît encore moins bien. Et donc, je suis d'accord sur l'idée globale, mais j'ai toujours un peu une crainte sur les effets de ça par rapport à la santé de la population, c'est-à-dire d'enlever ou d'interdire des substances, ça veut dire qu'on va se retrouver, j'allais dire de toute façon, peut-être inévitablement, mais je ne sais pas, peut-être Sébastien pourra répondre à ça, devant un nouveau problème de santé publique. Donc c'est un peu, voilà, un choix qui n'en est pas vraiment un. En tout cas, c'était ma considération que je voulais partager. Ouais, je suis bien d'accord. Puis il y a des discussions intéressantes sur avec quoi on va remplacer. Et juste dans les PFAS, là, on en a banni 2, puis ben, on a posé la prolifération d'une multitude de molécules de PFAS un petit peu différentes qui, elles, n'étaient pas bannies. Contre-exemple que je mettrais, c'est on est de plus en plus en train d'essayer de bannir ou d'interdire les plastiques à usage unique qu'on remplace avec des produits compostables en papier traité, un peu magiques qui résistent à l'eau puis au gras. Donc, il y a peut-être des cas où on remplace le plastique, tous les problèmes environnementaux du plastique, pour des produits qui vont être traités au PFAS. Donc, il y a quelque part où, oui, je comprends qu'il faut voir avec quoi on va remplacer les PFAS, mais je pense qu'il faut être vigilant et je ne suis pas sûr qu'on est gagnant quand on remplace le plastique à usage unique par un truc qui est compostable, mais qui est plein de PFAS, qui va se ramasser dans des bacs de tri à la source, puis ensuite à être valorisé au niveau agricole.
D'où l'importance d'avoir aussi une vision globale sur les solutions qu'on propose quand on veut bannir quelque chose ou remplacer quelque chose. Marc-André, est-ce que tu voudrais réagir? Parce que je vois que tu as ouvert ton micro. Ouais, puis dans le fond, on va le voir assez rapidement avec quoi l'industrie va remplacer les PFAS parce que 3M, qui est un des grands producteurs de PFAS, s'est engagé à ne plus en produire d'ici 2025, je crois. Donc, très bientôt, puis probablement que c'est déjà le cas. Probablement que les poêles anti-adhésives, déjà, on commence à voir les nouveaux produits qui sont utilisés. J'ai bien hâte on aille gratter un peu ces poils-là et qu'on mette ça dans une machine pour voir quelles sont ces substances-là, puis qu'on puisse peut-être commencer à les étudier plus rapidement parce que ça nous a pris beaucoup d'années avant d'arriver à un niveau de connaissance sur les PFAS qui est suffisant pour réglementer. Là, il faudrait aller un petit peu plus vite. Oui, puis surtout, ce qui est intéressant, une petite anecdote plus personnelle, c'est que souvent, quand on essaye d'acheter aussi, par exemple, des poêles adhésifs qui ont plus de PFS, c'est marqué, il n'y a plus de PFS, mais finalement, on ne sait pas par quoi ça a été remplacé. Puis c'est là où il y a aussi cet enjeu-là, finalement, qu'on sait ce qu'il n'y a plus, mais on ne sait pas ce qu'il y a de nouveau, dans ces alternatives-là. Exactement. Ben, comme les bouteilles en plastique sans bisphénol A, il y a des bisphénols avec à peu près toutes les autres lettres de l'alphabet qui existent. Donc, des fois même avec une combinaison de lettres. C'est ça, quand il y a pas quelque chose dans un produit et que le produit existe toujours, ça a été remplacé par autre chose. Bah, peut-être on pourrait aller un petit peu du côté je sais pas si on parlait de solutions, mais en tout cas de technologies. Ça, on a deux questions, notamment une question autour des technologies actuelles. Est-ce qu'il y en a qui permettent d'extraire efficacement les PFAS? Puis si oui, quel serait l'impact économique de leur mise en application, s'il y en avait? Est-ce que Sébastien, tu as des éléments de réponse? Ben oui, ben en fait, j'amènerais la réponse à travers les propositions. Marc-André l'a un petit peu évoqué. Les seuils qui sont proposés par l'Agence de protection de l'environnement sont calculés en fonction de combien ça coûte pour traiter l'eau. C'est vraiment un calcul de combien ça va coûter pour traiter l'eau et c'est quoi les bénéfices à la société en vie sauvée, en qualité de vie améliorée. Et c'est vraiment une analyse coût-bénéfice. Et c'est un peu ingrat comme calcul. Je pense qu'une vie humaine, c'est 6,8 millions dans ce genre de calcul-là. Donc, on calcule combien de vies on sauve, puis combien on peut payer pour sauver ces vies-là et des avantages et autres. Donc, c'est intégré. Donc, il y a des technologies qui existent avec des coûts différents. C'est clair que les technologies qui existent aujourd'hui ne sont pas nécessairement encore optimisées et il n'y a pas nécessairement les volumes. Là. Il y a d'autres technologies aussi qui sont mises de l'avant. En ce moment, c'est des charbons actifs spécifiques qui ont été conçus pour enlever les PFAS. C'est des résines échangeuses d'ions. Là, il y a différentes approches aussi de flottation ou autres qui sont utilisées pour enlever les PFAS. Donc, il y a des technologies qui existent, mais c'est des coûts d'investissement pour corriger les stations de traitement d'eau potable. Il faut s'assurer qu'on a l'espace dans la station. Là, il y a une petite usine en campagne, on peut agrandir, c'est facile. Une usine en plein cœur d'une ville, ce n'est pas nécessairement facile d'agrandir l'usine. Donc, il y a des questions de capacité, de coût. Puis ensuite, il y a un coût à l'usage au fur et à mesure. Si c'est des résines qu'il faut changer régulièrement, ça coûte très cher. Donc, mais en théorie, c'est le calcul qui a été effectué par l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis. Donc, ils ont essayé de trouver l'équilibre et leur équilibre était à 4 nanogrammes par litre pour PFOA, PFOS. C'était le seuil où, oui, ça coûte cher, mais les gains et les bénéfices pour la société sont à peu près équivalents à ce que ça va nous coûter. Donc, on met le seuil à 4. C'est le calcul qu'ils ont essayé de faire. Merci beaucoup. Puis on avait une dernière question, mais je pense que tu as répondu tout à l'heure un petit peu, c'est que donc les procédés de traitement qui existent pour l'instant, que ce soit ozone ou UV, finalement, n'ont pas encore de... Est-ce que ça a des effets sur les concentrations de PFAS ou pas du tout? En termes de procédés spécifiques, l'ozone, ce n'est pas la meilleure approche. Là. Tu sais, les UV, ozone, oui, il y a certains gains, là, mais c'est pas. En termes de coût, de fonctionnement, de produits chimiques, c'est pas ce qui est préconisé pour traiter. C'est, comme je disais là, c'est plus du charbon, des résines, des méthodes par flottation.
Et là, il y a peut-être des méthodes où on pourrait rajouter quelques produits chimiques, mais on essaye de limiter les coûts de produits chimiques ça explose assez rapidement. Donc, c'est a priori. Et l'ozonation, en fait, le meilleur exemple, pendant que j'y pense, c'est qu'il y a énormément de prises d'eau potable en ce moment qui a déjà de l'ozonation. C'est assez fréquent d'avoir de l'ozonation pour le traitement de l'eau potable, pour polir l'eau potable. Puis, ben, ça n'enlève pas les PFAS. Donc, ça prendrait une ozonation à un niveau d'oxydation très, très élevé qui est pas fréquent et qui n'est pas viable. Puis aussi un enjeu peut-être à souligner dans les plus petites municipalités aussi qui n'ont pas forcément ces services de traitement d'eau là, où c'est pas forcément accessible, ou qui ont des puits individuels aussi qui pourraient pas mettre en place ce type de... Ben, c'est sûr qu'il y a une iniquité, là. Les grandes villes du Québec qui peuvent payer des analyses, ils ont ils ont des ingénieurs, ils ont des équipes, des grosses équipes qui peuvent les aider à évaluer les enjeux, ils ont des grands budgets pour faire les analyses. Une petite ville comme Sainte-Cécile-de-Milton, c'est tout petit, là, et c'est tous des puits individuels. Donc, c'est vraiment un cas de figure qui est compliqué. Il n'y a pas, à la rigueur, un réseau d'aqueduc où tu mets l'argent qu'il faut, puis tu viens régler l'enjeu pour l'aqueduc pour toute la ville. Là, ben, c'est une multitude de puits individuels qui appartiennent aux gens. Et il y a pas nécessairement de prise en charge par la ville ou par le ministère de l'Environnement. Chacun est responsable de son propre puits, même si là, une fois qu'on aura élucidé la source de la contamination, peut-être que les gens sont quand même en droit de s'attendre à ce que l'eau de leur puits soit propre et ne soit pas contaminée. Donc là, il y a une responsabilité partagée ici, et il faudra voir qui va aider pour ça. J'avais une dernière question aussi, peut-être plus concernant l'accumulation dans les plantes et les végétaux. Tout à l'heure, tu as montré un petit peu que il y avait moins d'exposition quand on consommait directement des plantes et des végétaux, mais est-ce qu'on a un peu de données sur, par exemple, de l'accumulation qui pourrait être faite? Pourquoi est-ce que chez le bœuf, par exemple, il y a plus de contamination au PFS? Est-ce que justement, il y a de l'accumulation par les végétaux dans l'agriculture ou pas? Est-ce qu'il y a des données par rapport à ça? Bon, ben, si je reste avec les plantes, un des enjeux dans les plantes ou le transfert vers la plante, c'est que je pense que les PFAS, le PFOA, PFOS qu'on connaît bien, puis les plus gros PFAS, ont beaucoup d'affinité pour le sol. Donc, ils restent dans le sol, puis ils ne cherchent pas à aller dans la plante, dans la racine. Ils sont très heureux de rester dans le sol. Donc, ça limite un peu le transfert. C'est clair que si on accumule trop de PFAS dans les sols, à un moment donné, il va y avoir un transfert quand même, mais il y a une certaine barrière au transfert. Par contre, les plus petits PFAS, les nouveaux, qui nous inquiètent moins puis qu'on présume moins toxiques, sont beaucoup plus mobiles et eux sont plus facilement absorbés par les plantes. Donc, ceux-là vont rentrer dans les plantes. Donc, on change un peu la dynamique où ben, Nolwenn nous donnait un petit peu l'exemple tantôt où on réglemente ce qu'on sait, puis on est inquiet de ce qu'on sait. Et donc, on est pour le moment peu inquiet des PFAS courts et ultra courts parce qu'on ne les a pas bien documentés, mais eux se transfèrent et s'accumulent vers les plantes. Ensuite, pour ce qui est de ta question sur le bœuf par rapport au porc et au poulet, je serais très, très prudent et nuancé. Là, je pense qu'il y a 2 échantillons de bœuf, 2 échantillons de porc, 2 échantillons de poulet. Je dirais pas que le bœuf en a plus que le porc ou le poulet, pas avec ce nombre d'échantillons-là. Faut échantillonner beaucoup plus d'échantillons pour avoir une vraie réponse. Pour le thon et le saumon, on commence à avoir des chiffres qui sont un peu plus clairs, mais même là, dans le tableau, il y avait des valeurs qui étaient très, très basses. Donc, il y a du thon, puis il y a du saumon qui est parfaitement propre à la consommation, puis qui est très propre. Puis, il y en a qui sont très élevés. Puis bon, dans les fruits de mer, c'est pareil, c'est très élevé, mais les fruits de mer, ça mélange beaucoup de choses. Là. C'est là, ça, il y a des pétons, il y a des crevettes, il y a des palourdes, il y a plein de choses de mélangées. Et il n'y avait pas dans les fruits de mer, là, pas d'indication pour dire, hey, c'est les palourdes, il faut faire attention aux palourdes, puis le reste, c'est correct. C'était un peu mélangé. Là. Il n'y avait rien de clair pour ostraciser un fruit de mer plus que les autres. Je n'ai pas vu en date dans les données non plus de pays. Écoutez, il faut éviter tout ce qui vient de Thaïlande. C'est plus contaminé en Thaïlande. C'était un peu mélangé un peu partout. Il y a des trucs locaux, des trucs étrangers qui sont contaminés au moins. La seule, l'élément qui revient et qui me semble plus clair,
thon et saumon sont des poissons carnivores, piscivores qui mangent. Et le thon, on oublie, là, mais le thon, c'est un énorme poisson, c'est un très, très gros carnivore. Et donc, on est habitué dans des petits morceaux de sushi, là, mais c'est pas ça, là. C'est un gros, gros poisson. Puis les fruits de mer, tu as beaucoup de fruits de mer qui sont des organismes filtreurs, donc qui rentrent dans une dynamique un petit peu différente. Ils filtrent l'eau, donc ils accumulent et ils filtrent l'eau. Donc, si on y pense, on ne veut pas manger des filtres. Et donc, on peut, dans certains cas, accumuler, même si ce n'est pas nécessairement des gros carnivores, il y a probablement des mécanismes différents aussi qui s'organisent avec les filtreurs ou les détrivores. Là. Il y en a aussi, les crevettes qui mangent les détritus. Donc, vraiment des mécanismes d'accumulation différents pour les fruits de mer. Est-ce que par rapport à ça, tu as commencé à observer des différences peut-être entre des animaux, des poissons qui venaient d'élevage versus sauvages, ou ça, c'est pas des choses que tu as pu encore constater? Ben, c'est toujours amusant. Moi, j'aime bien faire ces projets-là. Je me promène à l'épicerie avec mon panier, là, puis j'achète des trucs, puis je regarde, ah, tiens, on va prendre ça, puis on va prendre ça, puis on va essayer de comparer. Donc, la question, elle est valable. Je me suis posé la question. J'ai essayé de voir entre élevage ou pas. Mais même là, j'ai plus d'échantillons de saumon, mais je n'ai pas assez d'échantillons de saumon pour comparer qu'est-ce qui est d'élevage, qu'est-ce qui n'est pas d'élevage, qu'est-ce qui est clair sur l'emballage, puis qu'est-ce qui a été réemballé, puis qu'il faut que je fasse confiance sur la petite étiquette qui est Mhm. imprimée. Euh, Ensuite, tu as du poisson sauvage ou semi-sauvage qui est en enclos. Tu as des poissons d'élevage qui sont nourris avec des farines de poisson ou avec des moulées. Il y a plein de paramètres qui ne sont pas bien contrôlés dans ça. Donc, oui, la question est valable. Pour le moment, je n'ai pas de réponse à ça. Ça prendrait beaucoup plus de données pour bien répondre à ça. Et il n'y avait pas il n'y avait pas de différence claire. Ou, si on avait eu deux séries de données, là, toutes les bas qui étaient les trucs d'élevage, puis toutes les hauts, les trucs sauvages, ou l'inverse, hein, parce que je peux m'imaginer que dans un environnement propre, les poissons vont être propres. Dans un élevage propre qui n'est pas contaminé, les poissons vont être propres. Mais les poissons carnivores nourris avec des farines de poisson qui viennent et là, les farines de poisson pourraient être une façon, on nourrit la chaîne de bioaccumulation alimentaire avec des farines de poisson. Probablement que si on veut du poisson propre, il faut prendre du poisson végétarien. Là. On va se mettre au tilapia puis on va laisser faire le thon. C'est dommage, j'aime Super. beaucoup de thon. Merci beaucoup, Sébastien. On a fait le tour des questions qui étaient posées par les gens qui ont participé. Merci beaucoup. Je sais pas, Sébastien, si je pense que tu as peut-être une question pour Nolwenn et pour Marc-André. Est-ce que tu voudrais y aller aussi? Bien Puis, sûr, je vais leur lancer. continuer. Comment vous pensez que les réglementations vont évoluer? Dans quel sens ça va évoluer? À quelle vitesse ça va évoluer au niveau peut-être de l'eau potable et du reste, là, mais là, je vous laisse l'évoluer comme vous voulez, là, mais où est-ce qu'on s'en va avec les réglementations pour les buffets? Alors, je vais sortir ma boule de cristal. Je vais faire un peu de magie. Euh, Bien honnêtement, pour moi, c'est pas très clair. En tout cas, en date d'aujourd'hui, je sais pas vraiment vers quoi. C'est sûr qu'il y a une préoccupation non seulement des scientifiques, mais de la société. Donc, on sait que ça, souvent, ça amène une espèce de poids pour accélérer la réglementation. Donc, je pense que d'ici quelques années, il y aura beaucoup plus de réglementation, bien sûr, qui va être plus contraignante que ce qu'on a actuellement. Après, bon, il y a la question, comme on a dit, des produits de substitution. Est-ce que ça va changer complètement la signature? C'est-à-dire qu'on ne trouvera plus du tout de PFOA puis de PFOS, mais on va en trouver parmi les 10 000 molécules de PFAS des nouvelles qu'on connaît moins. Est-ce qu'on va avoir donc une signature qui va être différente? Ça, c'est aussi une autre question. J'avoue que actuellement, moi, je suis un peu, je ne sais pas vraiment où est-ce qu'on s'en va, et j'espère qu'on s'en va pour le mieux. Pour ma part, je pense qu'on a vraiment touché le fond avec les valeurs qui ont été sorties en 2022 par l'EPA aux États-Unis. Quand les valeurs sont sorties, on est habitué à partie par million, partie par trillion. Là, c'était partie par quadrillion. C'était
il y a beaucoup de gens qui ont dû googler qu'est-ce que ça voulait dire PPQ. Donc, je suis pas mal certain qu'on n'ira pas plus creux que ça, on descendra pas plus bas que ça, surtout étant donné les apports des autres sources, là, surtout l'alimentation. Ce que je m'attends, puis déjà on commence à le voir, c'est qu'on soit de plus en plus, qu'on englobe de plus en plus de PFAS, qu'on fasse des sommes qui vont être des sommes non seulement de 20 ou 15 PFAS, on va être dans des sommes de 50, 60, bon, les 75 qui sont mesurés chez Sébastien, et ça c'est une liste qui s'allonge, mais à un moment, il y a tellement de ces PFAS-là qu'on est capable qu'on retrouve, pour lesquels on n'a pas de données de toxicité. Donc, on peut juste présumer qu'ils ont un potentiel de toxicité. On va juste les mettre dans le même paquet, puis avoir des valeurs guides qui nous orientent pour une somme de PFAS qui englobe le plus de PFAS possible. Sébastien, est-ce que tu voudrais réagir par rapport à cette réponse-là? Ou peut-être moi j'avais une question aussi tu parlais ça de PFAS, mais est-ce qu'il y a aussi, on voudrait des normes qui incluent peut-être, je sais pas là, si on connaît des interactions entre les PFAS et d'autres contaminants émergents aussi, ou d'autres contaminants qu'on connaît déjà, et que ce serait intéressant d'avoir une vision encore plus globale sur les PFAS et la réaction avec d'autres. Si on a cette donnée-là, finalement, je serais curieuse de vous entendre par rapport à ça. Oui. Ben, écoute, oui, j'ai peut-être une anecdote par rapport aux interactions. Moi, je suis quand même curieux aussi de voir comment. Moi, un des défis que je pense qu'on a au niveau des normes, c'est comment on va faire concorder. Parce que ce qui est achalant, puis ce qui irrite beaucoup les gens, c'est que les normes en Europe, aux États-Unis, au Canada, ne sont pas les mêmes et qui évoluent un petit peu différemment. Et donc, tu sais, la toxicité, c'est pas vrai, là, les Québécois ne sont pas plus forts puis plus résistants que les Américains ou les Français ou les Européens, là. Donc, pour moi, il y a quelque chose, il y a un enjeu là, dans l'évolution où on va aller qui est intéressant. Pour répondre à ton enjeu d'interaction, ben, on sait qu'il y en a. Il y en a dans les pesticides. Donc, il y a des pesticides où on ajoute des PFAS parce que ça augmente l'absorption des pesticides, ça joue sur les membranes, c'est des surfactants. Donc, si ça fonctionne dans les pesticides des grandes compagnies pharmaceutiques, c'est parce que ça fait quelque chose. Là. Ils n'en mettent pas pour le fun, là. Ils rajoutent des PFAS dans leurs pesticides, donc ça joue dans l'absorption. Donc, fort probablement qu'il y a des enjeux de combinaison et d'augmentation d'absorption de d'autres contaminants. Mais là, on ouvre une boîte de Pandore qui, au niveau toxicologique, on ne sait pas gérer. On sait que ça existe, on sait que c'est compliqué, on sait que c'est important, mais on ne sait pas gérer. À moins que mes collègues de santé publique aient de meilleures idées, mais on sait que ça existe, là, les interactions, et les PFAS comme surfactants augmentent l'absorption. Comment gérer ça? C'est pas quelque chose qu'on sait gérer. On ignore. On dit oui, OK, c'est vrai, il y a un problème, mais on ne sait pas quoi faire. En règle générale, on est très mauvais avec les mélanges. Même les toxicologues qui se penchent sur la question, on n'est pas bon quand vient le temps des mélanges. Là, quand on a une classe de choses qu'on est capable de regrouper facilement, OK, on y va. On est quand même timide là, dans l'approche. Ça a pris beaucoup de temps avant qu'on commence à les regrouper. Mais tu sais, de l'eau potable, il y a des PFAS, mais il y a du plomb, il y a des traces de pesticides, il y a des sous-produits de chlorination. Donc, on se retrouve quand même avec une somme de différents contaminants qui peuvent ou ne pas avoir des effets sur des systèmes communs, comme par exemple le système immunitaire. Sérieusement, je pense que encore pour longtemps, on va continuer à y aller contaminant par contaminant ou classe de contaminant par classe de contaminant. Puis l'idéal, c'est vraiment de réduire au maximum ce qu'on retrouve dans l'eau potable et qu'on connaît comme étant toxique ou qu'on présume comme étant toxique. Nolwenn, est-ce que tu voudrais rajouter un élément par rapport à ça? Ben, pas beaucoup parce que mes collègues ont déjà fait ça très très bien. Mais c'est sûr, tout à l'heure, on faisait un peu le parallèle avec le poisson, le mercure, puis les PFAS. Fait on voit quand même qu'il y a des propriétés physico-chimiques et toxicologiques qui sont des fois
dépendamment des catégories de contaminants, mais qui peuvent être similaires. Donc, par exemple, les contaminants qui vont se stocker dans les graisses, ben, le saumon, on sait que c'est assez gras, et qu'on sait que tous ceux qui vont avoir une propriété de stocker dans les graisses, on risque d'en retrouver plus dans le saumon qu'ailleurs. Puis effectivement, c'est une très bonne question parce que souvent on se pose la question, ben, il y a 10-15 ans c'était le mercure, maintenant c'est les PFAS, demain ça va être quoi? Sébastien nous demandait c'est quoi la réglementation? On va avoir une autre bombe là à gérer. Puis oui, il y en aura sans arrêt, je pense, des préoccupations comme ça. Puis probablement qu'il y aura, alors pas des sources communes, mais des voies communes d'exposition chez l'humain, c'est-à-dire par l'eau qu'on boit. Ben, l'eau, il y a une quantité de contaminants qui sont présents, la nourriture, etc. Puis comme disait Marc-André, oui, on est très mauvais avec les mélanges. Par contre, il y a quand même des courants de chercheurs qui regardent, c'est ce qu'on appelle, en fait, on regroupe ça sous un terme qu'on appelle l'exposome. Et en fait, on est de plus en plus préoccupé et on met de plus en plus d'efforts à étudier l'exposome, c'est-à-dire étudier l'ensemble de toutes les expositions d'un être humain et pas juste à un moment donné, mais tout au long de sa vie. Donc c'est très complexe parce qu'en fait, on regarde à partir du moment de la conception, donc déjà in utero, le fœtus, il peut être déjà vulnérable jusqu'à la fin de la vie de la personne et sur un nombre de contaminants qui peut être, je ne vais pas dire infini, mais presque. Donc, effectivement, c'est très difficile, c'est très complexe. Marc-André et moi, on est chanceux, on aura du travail jusqu'à la fin de nos jours, parce qu'il y a tellement de questions à répondre pour lesquelles on n'a pas de réponse, mais c'est des questions qui nous fascinent et auxquelles on dédie notre vie et notre carrière. Donc, voilà, je pense que peut-être que dans les prochaines années, ça, ce n'est pas la réglementation, mais je pense que dans les prochaines années, on sera capable de faire des avancées justement sur ce concept d'exposome et de l'ensemble des contaminants sur la vie humaine. Quelle est la part de ces contaminants-là sur les maladies qu'on connaît très bien et que des fois, on n'est pas capable d'expliquer. Donc, ce lien-là, il va peut-être être de plus en plus clair. Oui, et puis aussi certainement voir le lien avec d'autres facteurs environnementaux, animal aussi. D'ailleurs, la santé animale qui est liée, qui peut être liée aussi à tout ça. Je sais pas, Sébastien, on arrive presque à la fin de cette activité. Est-ce que tu aurais un petit mot de fin pour les gens qui ont participé, puis d'ailleurs que je remercie d'avoir été là jusqu'au bout de cet événement ce soir. Ouais, je remercie tout le monde. Je veux surtout te remercier d'avoir organisé, bien animé ça. Et je pense que la discussion avec Nolwenn et Marc-André rendait ça vivant et plus intéressant. Donc, moi, j'ai bien apprécié. Puis, je remercie mes partenaires et tous les gens qui ont participé. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Puis j'aimerais juste rementionner que l'activité a été enregistrée, qu'elle sera disponible et que si vous avez des questions aussi, ne pas hésiter à nous contacter. On pourrait vous donner les coordonnées. Normalement, elles vont être disponibles aussi à la suite du webinaire si vous avez des questions plus précises que vous voulez nous poser. Donc vraiment, ne pas hésiter. Puis on espère avoir répondu à quelques questions quand même sur l'enjeu de la contamination au PFAS dans le total au Québec. Merci beaucoup à tous. Merci.